Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content d'être de retour avec vous aujourd'hui pour l'épisode 7 sur les traces de la Easy Company. L'épisode s'intitule La route de l'enfer. Elle se déroule du 17 septembre 1944 jusqu'au 1er octobre 1944. On va suivre la Easy lors de l'opération appelée Market Garden. Il va y avoir des échecs lors de cette mission. Donc, pour la première fois, la Easy devra battre en retraite. Également, je tiens mes informations pour cet épisode des mémoires de David Webster, également de celles de Richard Winter et du livre écrit par Stephen Ambrose, Band of Brothers, qui a inspiré la célèbre télésérie Frères d'armes. Dans cet épisode, comme j'ai l'habitude de le faire, vous allez apercevoir des entrevues des hommes de la Easy Company qui racontent quelques anecdotes qui couvrent cette période, la période du 17 septembre au 1er octobre. Moi, je vais vous raconter, analyser les événements qui se sont passés, que j'ai découverts en enquêtant entre ces périodes, les périodes mentionnées auparavant. Vous allez voir que quelquefois, les histoires mentionnées vont rejoindre celles de la télésérie. Pour ceux qui ont déjà écouté Frères d'armes, vous allez reconnaître les événements lorsque je vais les décrire. Vous regardez la vidéo, vous l'appréciez, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Une fois cela fait, activez la cloche pour être informé des nouvelles vidéos que je vais publier sur la chaîne. Laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à laisser un commentaire également. Je me suis donné comme objectif, un petit objectif, je vise les 200 abonnés avant la fin de 2024. Présentement, j'en ai 174. Ce week-end, j'ai eu 2 nouveaux abonnés, donc bienvenue sur la chaîne et merci à vous. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode 7 sur les traces de la Easy Company, la route de l'enfer. Je vous souhaite une très belle vidéo. Bye bye. « 17 septembre 1944, les hommes de la Easy Company sont à bord des C-47 et s'apprêtent à être parachutés en Hollande pour l'opération Market Garden. Le moral est relativement bon, beaucoup de nouvelles recrues et de remplaçants, c'est environ 50-50 avec les vétérans. À l'extérieur, la température, ce que j'ai trouvé en enquêtant, une journée de fin d'été dans le nord de l'Europe, le 17 septembre, c'était une météo considérée comme parfaite. Ciel bleu lumineux, vent nul. Au-dessus de la Hollande, les pilotes ont subi quelques tirs de DCA qui se sont intensifiés tout près des zones de largage, mais rien. Les pilotes n'ont pas rompu la formation comme ils l'avaient fait le jour J, donc c'est un point positif. Au sol, les Allemands ont été pris par une totale surprise, n'étaient pas préparés du tout à cette opération. Et par chance, car vous allez voir dans les jours qui vont suivre, les Américains vont subir plusieurs revers. L'opération va être un échec, donc si les Allemands auraient été informés de cette opération, ça aurait été un désastre total. Toutes les compagnies de la division ont atterri à l'endroit prévu et c'était vraiment un atterrissage qui s'est fait en douceur. Le soldat Webster a décrit dans une lettre à ses parents que c'était le terrain d'atterrissage le plus plat et le plus parfait qu'il n'avait jamais vu. Quant à l'histoire officielle de la 101e division aéroportée, elle parle de ce saut comme du plus réussi de son histoire, tant à l'entraînement qu'au combat. Richard Winter se souvient d'un seul problème, c'était la nécessité de s'éloigner au plus vite des zones de largage afin d'éviter d'être renversé ou même tué par des équipements tels que des fusils ou des casques. Littéralement, il pleuvait des équipements. J'ai un exemple, le soldat Malarkey, lui, courait pour aller
se regrouper vers la zone de regroupement, signalée par des fumigènes. Il courait. Lorsqu'il a entendu un gros bang, il a juste eu le temps de se retourner et il a vu deux planeurs qui venaient d'entrer en collision dans le ciel, en fait un face-à-face. Les deux planeurs ont tombé comme des pierres au sol juste derrière lui. Il ne put s'empêcher de se dire que c'était pas vraiment passé très loin. Comme je vous ai fait part précédemment, les hommes au sol n'ont fait face à aucune opposition, donc la Easy a pu se regrouper vraiment rapidement et se diriger vers leur premier objectif, le bourg de Son et le pont sur le canal Wilmine. Ce que j'ai pu comprendre en enquêtant, en lisant si je peux dire, c'est que les routes hollandaises, la plupart des routes sont surélevées d'1 mètre environ par rapport aux champs qui l'environnent, les champs environnants si je peux dire, ce qui fait que les piétons et les véhicules qui l'empruntent, ils se découpent à l'horizon, on peut les voir vraiment de loin. Ces routes étaient un peu l'épine dorsale de l'opération Market Garden. Les hommes de la 101e et de la Easy devaient contrôler ces routes ainsi que de nombreux ponts qui les franchissaient afin de permettre au 30e corps britannique ainsi qu'aux blindés de la garde de les franchir et de franchir ce qui leur permettrait de franchir le Rhin par la suite. Sunday afternoon, noontime, 70 degrees. The drop was perfect. It was a mass drop. Everybody was dropping on the same field. Daytime drop's a lot easier. You can see where you're going. You can sort of prepare for the landing. I saw a plowed field, and I slipped right over it, and I believe I almost landed standing up, soft. A great jump. The most dangerous part about it was the fact that people are continually losing helmets and equipment, and all this equipment's raining down. And if you get hit with this, you're going to be killed or wounded before you get off the drop zone. Everybody got together. We all assembled very fast. We moved out towards the Wilhelmina Canal. Our mission was first to take a bridge over the Wilhelmina Canal. It took us hours to get there. Une fois regroupés, les hommes de la Easy sont entrés dans le village hollandais Son. Là-bas, les Hollandais étaient massés de chaque côté de la route et laissaient exprimer leur joie d'être enfin libérés. Le prêtre de la paroisse distribuait des cigares. Le drapeau hollandais, interdit par l'occupant allemand, flottait à toutes les fenêtres des habitants. Les propriétaires de bars distribuaient des verres de bière aux soldats, tant et si bien que les officiers avaient vraiment beaucoup de mal à faire avancer leurs hommes pour l'objectif. Aussitôt sortis du village, les hommes se trouvaient à 100 mètres de leur objectif qui était de franchir le pont du canal. Les hommes feront face à des tirs de mitrailleuses ainsi qu'à des tirs de canon de 88. Pour les remplaçants, ce sera le baptême du feu. Les hommes ont très bien réagi, il n'y aura aucun mort ni blessé. La Easy s'est dispersée vers la gauche, la compagnie D a pris la droite. Ils ont progressé en tirant au fusil et au mortier afin de réduire l'ennemi au silence. Mais les Allemands avaient réussi leur objectif qui était de retarder l'avancée américaine afin de permettre les derniers préparatifs de dynamitage du pont. Alors, quand les premiers parachutistes sont arrivés à une vingtaine de mètres du canal, le pont leur a explosé en pleine face. Des poutres et des grosses pierres ont volé dans tous les sens. Winter et Nixon, qui étaient côte à côte, ont eu le temps de se lancer par terre sous une pluie de débris. Une fois le pont explosé, le colonel Singh commanda immédiatement au 2e bataillon d'effectuer des tirs de protection, tandis que le 1er s'efforcerait de trouver une solution pour franchir le canal. Apercevant 2 barques à rames de l'autre côté du canal, le caporal Gordon Carson se déshabilla et plongea immédiatement. Il ramena une des barques, ce qui a permis à une partie du premier groupe de traverser. Des hommes du 1er bataillon, aidés par l'adjudant Lipton et plusieurs hommes de la Easy, ont réquisitionné une porte de grange et s'en sont servis pour établir une passerelle au-dessus du vide créé par le dynamitage du pont. En tout, il a fallu plusieurs heures à la Easy Company ainsi qu'au 506e pour franchir le canal, tant et si bien que le colonel Singh commanda à son unité de faire halte pour la nuit. J'ai pu trouver dans les mémoires de David Webster. La nuit du 17 septembre, il était en compagnie de Hubler, un frère d'armes. Ils ont avancé jusqu'à une ferme qui était tout près de leur camp. Là-bas, ils ont échangé avec le fermier hollandais des cigarettes et du chocolat contre des bocaux de pêche et des bocaux de viande. Webster, ce qui l'a marqué et ce qu'il a noté dans ses notes, c'est que ce soir-là, le fermier avait gardé le chocolat pour son garçon. C'était la première fois que son enfant goûtait au chocolat.
Et la cigarette, c'était la première bonne cigarette digne de ce nom qu'il fumait en 5 ans. Je trouvais intéressant de vous mentionner cette histoire. Quand je l'ai trouvée, j'ai immédiatement associé. Dans la télésérie, on voit cette scène où Hubler et Webster se dirigent vers une ferme hollandaise. Le 18 septembre, tous les hommes sont parvenus à franchir le canal, donc ils reprennent la route, leur progression. Le premier bataillon marche en tête, suivi du deuxième et par la suite le troisième. En arrivant à proximité de la ville d'Eindhoven, qui comptait 100 000 habitants, le colonel Singh commande à son régiment de se déplacer. Immédiatement, Winter lance un ordre à Brewer lui demandant d'envoyer des éclaireurs en reconnaissance et de les suivre. Brewer disposa alors la première section. Les éclaireurs ouvraient la marche, les hommes se déplaçaient rapidement et se tenaient le plus loin possible les uns des autres. La section a progressé ainsi, mais par expérience, Winter trouvait que quelque chose clochait. Brewer marchait à la tête de ses hommes, les jumelles pendues à son cou. On ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait d'un officier, disons qu'il passait vraiment pas inaperçu, et en plus, ça faisait de lui une cible facile. Donc, à ce moment précis, le soldat Gordon s'en souvient qu'il l'avait comparé à un maréchal qui passait ses troupes en revue. Au loin, apercevant cela, Winter prit la radio et cria à Brewer de reculer, mais ce dernier ne l'entendit pas et continua d'avancer. Une détonation brisa le silence. Un tireur allemand embusqué avait fait feu. Comme un arbre abattu par un bûcheron expérimenté, Brewer tomba au sol. La balle lui avait traversé le cou sous la mâchoire. Gordon et 2 autres soldats s'avancèrent vers lui, malgré les ordres qui leur avaient été donnés de laisser les blessés aux infirmiers. Ils s'avancèrent vers Brewer, se penchèrent vers lui. Il saignait abondamment. « Merde, dit l'un des soldats. Il va mourir, laissons-le là. » Les 2 soldats s'éloignèrent, laissant leur chef de section baigner dans son sang. Eh bien, ces paroles, Brewer s'en souviendra car il va guérir de sa blessure et jamais il ne sera capable de pardonner ces paroles qu'il avait entendues sur le champ de bataille. Après cet incident, les Allemands n'ont opposé qu'une faible résistance aux Américains, donc la Easy Company a pu rentrer par la suite assez facilement dans la ville de Eindhoven. Et là, les soldats s'apprêtent à vivre ont vécu une expérience extraordinaire. Vous allez voir plus tard dans le documentaire, Carl Lipton en parle lorsqu'ils sont entrés à Eindhoven, de la joie des gens, la fierté qu'il a, ça paraît sur l'image dans ses yeux. Donc vous allez le découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu plus tard. Donc, à Eindhoven, les Hollandais sont partout dans les rues pour accueillir les Américains, dont les hommes de la Easy Company. La plupart des Hollandais parlaient anglais. Ils apportaient aux soldats des chaises, du thé, du lait, des fruits. Le drapeau aux couleurs nationales fleurissait sur toutes les maisons. Les acclamations étaient assourdissantes. Tellement la foule était assourdissante, pour parvenir à se discuter, les soldats devaient constamment crier. Le soldat Webster a écrit à propos de ce moment que c'était la démonstration de remerciement la plus sincère à laquelle il avait jamais assisté et que cela a fait énormément plaisir aux hommes de la Easy Company. C'était vraiment un moment magique pour eux. Il fallut le reste de la journée aux hommes pour se frayer un chemin parmi la foule et prendre possession de certains ponts. Une fois accompli, Winter posta des sentinelles et les hommes qui n'étaient pas de garde ont pu participer aux réjouissances. Plusieurs hommes, cette journée-là, de la Easy Company, posèrent pour des photos, signèrent des autographes, on les invita à dîner. Les habitants d'Eindhoven se pressaient pour les voir comme s'ils avaient été des stars de cinéma. Par la suite, les hommes de la compagnie se sont rassemblés et se sont dirigés dans une banlieue au nord-est d'Eindhoven pour y passer la nuit, dans des trous individuels creusés vraiment à la hâte. It took us hours to get there. And taking hours to get there, the few German troops that were to secure this bridge had plenty of time to set their charges to blow the thing up. Just as we got to it, I was maybe 150 yards away, it blew up in our faces. These rocks and timbers were flying, and they're falling all around you, and you can't help but think to yourself, my God, what a way to die in combat, to be killed with a flying timber. That we were that close. It delayed us until the next morning. We wanted to get across that night, but
It took us till the next morning to get across. But once we got in, the Dutch, it was just marvelous. Their reaction. They loved Americans and still do for coming in there and pushing the Germans out. They call us angels from the sky, which we were. I mean, you're under German occupation for 4 years, right? It's horrible when you see paratroopers come out of the sky on Sunday morning. Who are they? They're your angels. They love you. Their welcome was unbelievable. They couldn't restrain how happy they were to see you. And it was hard to even get down the streets because the people were out there swarming all over us trying to congratulate us for being there and all that. And they hugged you and kissed you, and we didn't mind. You know, naturally, we was young. We didn't mind at all. And they were really proud to see us. And to the point where it was dangerous for us trying to clean out the town because snipers did some damage in a situation like that. Au matin du 19 septembre, Winter reçoit l'ordre de faire mouvement vers le nord-est jusqu'à Helmont afin d'élargir le corridor tenu par les Alliés et d'aller au contact de l'ennemi. La Easy était suivie par une escadron de chars des Cromwell appartenant à la garde royale britannique. Certains des hommes durant le trajet ont grimpé à l'arrière de ces blindés. Winter a donc mené une marche forcée jusqu'à Newnan, à environ 7 km d'Eindhoven, sans rencontrer la moindre résistance. Après ce village, l'opération, par exemple, n'a vraiment plus été une partie de plaisir. Les Allemands étaient de retour, l'effet de surprise passé, ils commençaient leur contre-attaque. Tout à coup, le soldat Jack Matthews cria « Ils sont là ». Webster se souvient des hommes qui sautaient des Cromwell, des blindés, pour se lancer dans les fossés. Tout droit devant eux, à moins de 400 mètres, le premier d'une colonne de blindés sorti d'un fossé comme une bête féroce. Forte d'une cinquantaine de chars, la 107e brigade de Panzer contre-attaquait. Winter se souvient très bien que c'était la première fois qu'il voyait autant de blindés allemands en même temps. Le sergent Martin aperçut un Panzer allemand embusqué derrière une clôture. Comme le char d'assaut britannique arrivait et se dirigeait droit vers l'ennemi, Martin courut vers lui et expliqua au chef de char qu'un blindé allemand se trouvait en contrebas et s'il continuait sa route, il allait être décimé. Le chef de char répondit à Martin qu'il ne voyait pas l'ennemi et qu'il ne pouvait pas tirer sur ce qu'il ne voyait pas. Belle logique. Martin descendit du char, alla se mettre à l'abri. Il ne put s'empêcher de se dire que c'était un réel gâchis. Le char britannique était sur le point, allait être décimé. 30 secondes plus tard, le Panzer ouvrit feu. L'obus de 88 transperça le blindage du Cromwell. Il eut une explosion et des flammes. Martin se rappelle que l'équipage évacua par la trappe de la tourelle et le dernier à évacuer le blindé était le tireur. Il dut se hisser à la force de ses bras car il n'avait plus aucune jambe. Devenu la proie des flammes, le char britannique poursuivit sa route. C'est à ce moment que Bull Randleman, qui était dans un fossé, il n'eut d'autre choix que de se diriger vers l'ennemi, sinon il aurait fini écrasé par le char britannique. En moins de 2 minutes, 4 chars britanniques avaient été mis hors de combat par des obus de 88 des Panzer. Les 2 tanks, les 2 chars qui restaient firent demi-tour et prirent la direction de Newnan. La Easy Company les suivit. Gardez en mémoire Bull Randleman qui a été séparé de la Easy Company car on va revenir un peu plus tard avec ce soldat. Le sergent Roger fut blessé lors de cette action. Il saignait abondamment. Le lieutenant Buck Compton fut blessé au postérieur. L'infirmier Eugene Rowe vint à son secours, aidé de Malarkey et de 3 autres soldats, dont Ed Heffron, son ami. En voyant arriver Heffron, Compton dit, en parlant de sa femme, à Heffron, « Elle me disait toujours de bouger mon gros postérieur de la maison, j'aurais donc dû l'écouter. » Les hommes qui entourent Compton éclatent de rire. C'est à ce moment qu'il ordonne aux 5 soldats, aux 5 hommes qui l'entourent, de s'en aller, de l'abandonner, de le laisser aux Allemands. Malarkey se souvient que, dû à la carrure et au physique de Compton, qui était tout
qui était baraqué, qui était tout un homme, là, et les tirs ennemis qui tiraient sur chaque côté de leur position. Malarkey se souvient que c'était tentant d'obéir à Compton et de l'abandonner, mais les gars ont agi autrement. Joe Toy, en compagnie de Joe Toy et de Garnéry, ils sont allés à une ferme pour arracher une porte de grange. Ils s'en sont servis comme brancard pour hisser Buck jusqu'à un char Cromwell allié. Ensuite, ils l'ont monté à l'arrière du blindé. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai trouvée vraiment drôle, que j'ai appris. Cornwood Lipton, au même moment, prend connaissance de la blessure de Compton. Il va à sa rencontre. Il ne peut s'empêcher de rire. Il lui dit « Tu es le seul homme que je connais dont une seule balle a pu faire 4 trous, car la balle lui avait vraiment traversé les 2 fesses. » Lipton ne put s'empêcher de le taquiner. Et Compton, enragé, n'arrêtait pas de lui répéter « Ferme-la, si je serais en forme et si je pouvais descendre, je te tuerais sur le champ. » C'est une petite anecdote que moi j'ai trouvé drôle, donc je vous en fais part. Je vais vous raconter une autre anecdote, une anecdote que j'ai vraiment trouvée intéressante. Elle n'est pas dans la télésérie et elle aurait dû, car elle est vraiment digne d'un film. Nous sommes en compagnie du soldat Stroll qui transporte un mortier et du soldat Gordon qui, lui, transporte sa mitrailleuse, les énormes mitrailleuses. Le témoin de cette scène est le soldat Webster qui, lui, se trouvait près des Cromwell, des chars britanniques. Il aperçoit Stroll et Gordon à travers champs à découvert qui sont ralentis dû au poids de leurs armes. Donc, selon Webster, les Allemands les prennent pour cible. Les deux courent à travers champs à découvert. Derrière eux, les balles ennemies soulevaient les mottes de terre à leurs pieds. Continuent à courir. Devant eux se trouve, Webster se dit, oh mon Dieu, il y avait une petite clôture, petite, quand même de 1 mètre de haut selon Webster. Les deux soldats arrivés à la clôture, tels des chevaux en compétition, ont sauté cette clôture one shot d'un coup. Par la suite, une fois en sûreté, les deux hommes se sont couchés dans les fossés pendant environ un bon 30 secondes pour reprendre leurs esprits. Webster a décrit cette scène telle une scène de film. Gordon et Stroll, toujours couchés dans les fossés, n'arrivent toujours pas à croire qu'ils sont vivants, se remettent un peu de leurs émotions, se relèvent, se dirigent vers les Cromwell. Gordon grimpe le premier à bord du blindé. Il aide son ami Stroll à monter. Une fois celui-ci en haut, il perd immédiatement connaissance, sûrement trop d'adrénaline, j'imagine, mais il perd connaissance. Séparé de son groupe, plusieurs heures avaient passé. Randleman, blessé à l'épaule, se réfugia dans une grange pour passer la nuit. Une fois à l'intérieur de la grange, un soldat allemand arrivant en courant, Randleman eut le temps de l'éviter et tua son adversaire, son ennemi, avec sa baïonnette. Immédiatement, il cacha le cadavre dans le foin et se cacha également. Les hommes de la compagnie E, de retour dans la ville de Newnan, trouvent refuge dans les maisons, dans les bâtiments, où ils peuvent organiser un tir de riposte sur l'ennemi. Les hommes sont parvenus à retenir l'avancée allemande, mais n'ont pas été capables de les faire reculer. Il y a eu de nombreux blessés et décès lors de cette manœuvre, dont Chuck Grant, le soldat Robert Clinton, lui fut tué par une rafale de mitrailleuses. Le soldat James Miller, âgé de 19 ans, une nouvelle recrue, fut tué par une grenade à main qui lui était tombée dans les reins. Le soldat Ray Cobb, lui, était traumatisé. Webster se souvient que Malarkey le berçait dans ses bras et il le rassurait vraiment comme une mère rassure son enfant paniqué après un cauchemar. À Newnan, Martin retourna voir un autre Cromwell, un autre blindé. Il s'adressa au chef du blindé, lui demandant de détruire le clocher de l'église, car les Allemands s'en servaient comme poste d'observation. Le chef de char britannique refusa totalement. Les Allemands, eux, augmentaient la pression sans cesse. Côté allié, rien n'allait. Tout marchait croche. C'est vraiment malgré lui qu'à ce moment, Winter décida de se replier à nouveau, mais avant de faire cette action, il voulait obtenir des renseignements. Donc, il voulait avoir un prisonnier afin de pouvoir l'interroger. Le soldat Joe Toy a donc été choisi pour accomplir cette mission et il va l'accomplir vraiment à la Rambo. J'ai vraiment trouvé ça à la Rambo furtif, disons, mais quand même. Donc, Joe Toy était en compagnie du caporal James Campbell et d'un autre soldat. Les trois se dirigent dans un petit bourrasé, subissent des tirs allemands. Une fois qu'ils ont subi les tirs allemands, Joe Toy ordonne aux deux hommes de rester à cette position et d'effectuer un tir. Donc, les Américains effectuent un tir
côté allemand qui était de l'autre boisée, également, il tirait vers les deux Américains. C'est à ce moment que Joe Toy décide de ramper à travers champ. Il rampe jusqu'à la position ennemie. S'assure qu'il n'y a pas d'autres ennemis. Il arrive immédiatement, se faufile derrière le soldat allemand et il pointe sa baïonnette dans son dos. Il ramène le soldat, le prisonnier allemand à Winter. Donc, cette mission a environ duré, je dirais, un bon 45 minutes, mais Joe Toy a vraiment accompli sa mission à 100%. Endenhauer and the celebration that occurred. Explain for us, if you will, just how big, how impressive was the celebration? Eindhoven is completely unexpected, the reception we received when we got there, because there was a pretty good little fight to get into Eindhoven in the first place. But when you got there, the Germans withdrew. And when they were through, the people just were so excited after 7 years, going on 8 years of occupation, that you just came out into the streets and there was, let's say, a party. It's a party like you'd never seen before in your life. You'd never seen people more happy in your life, to have the feeling that they again had freedom, which illustrates, and I hope I can never forget it, I don't think we can appreciate it. In this country, we take great pride in the fact we have freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, and freedom from want, the 4 freedoms. And these people had that denied to them. And they had lived under occupation of Germany and not knowing they would ever be free again. Freedom is so important that we take it for granted, and it shouldn't be taken for granted. I think that's a message that we need to deliver to the audience, that because you lived through that, you saw their faces, It's very you saw important. their, Correct. the feeling that they had that after Correct. all those years of oppression, Correct. here you guys were, the Americans were here to free the town. And if you go back there today, after all these years, they have never forgotten it.